C'est pas correct du tout. C'est une décision, un jugement, pardonnez-moi. C'est un jugement de la Cour suprême en ce qui concerne l'utilisation correcte de la clause non-obstant. Les intervenants dans le dossier de la contestation de la loi 21 devant la Cour suprême avaient jusqu'à mercredi pour déposer leur mémoire. Plus d'une soixantaine de groupes seront entendus, sans inclure des gouvernements provinciaux et Ottawa, qui a choisi de concentrer ses arguments sur l'utilisation de la disposition de dérogation. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour, M. Thibault. Vous êtes ministre de l'Immigration, ministre responsable de la laïcité. On va parler de ce dossier parce qu'on en a abondamment parlé à Ottawa cette semaine en raison de la Cour suprême, mais je veux vous entendre d'abord sur les tensions au sein du caucus. Vous avez vu la déclaration de votre collègue Maïté Blanchette-Vézina plus tôt cette semaine qui a été très critique à l'endroit de votre chef. Comment se porte le caucus présentement? Bien, je vous dirais que ça a détonné pas mal la déclaration de la précédente ministre, Mme Blanchette-Vézina, parce qu'on avait eu une excellente rencontre de travail. Toute la journée, on a abordé les thèmes qui sont vraiment les thèmes de l'automne. Elle est entrée là, dans les dernières minutes du caucus, n'a pas participé aux discussions, a lu sa feuille, a dit, bon, ben moi, je m'en vais. Ben, écoutez, c'est dommage, c'est malheureux, mais ça ne nous empêchera pas de continuer de travailler là, pour l'ensemble des Québécois, notamment pour les régions. Ouais. Donc, pour vous, c'est un incident isolé. Est-ce que le leadership du chef est toujours solide? Oui, le leadership du chef est très, très solide. On a un très bon premier ministre qui est à l'écoute. Puis d'ailleurs, spontanément, voyant ce qui s'était passé, il y a plusieurs députés qui sont sortis sans aucune coordination là, avec le cabinet du premier ministre pour dire hey, attendez un petit peu, là, attends une minute, là, moi je suis derrière mon premier ministre. C'est un homme qui est à l'écoute, c'est un homme qui a un plan. On est chanceux de l'avoir et puis des gens de toutes les régions, des députés de toutes les régions, des hommes, des femmes sont sortis pour l'appuyer spontanément. Ça s'invente pas, là, c'était un espèce d'élan, un élan du cœur, je dirais. Parlons de laïcité. Loi 22, la Cour suprême loi 21, pardon, la Cour suprême va entendre la cause à une date qui sera déterminée vraisemblablement au début de l'année 2026. Mais là, les mémoires sont déposées. Le gouvernement fédéral ne conteste pas la laïcité. Il conteste l'utilisation de la disposition de dérogation. Vous avez qualifié le gouvernement fédéral d'hypocrite. Pourquoi? Ben, parce qu'on sait bien là, que, écoutez, derrière le masque, là, le gouvernement libéral, fédéral, le gouvernement canadien n'est pas d'accord avec le fait qu'on ait notre modèle de vivre ensemble au Québec. Il n'est pas d'accord avec le fait qu'on ait voté la loi 21, la loi sur la laïcité, donc depuis 2019, qu'ils sont en désaccord avec ça. Et là, ils viennent dire, ah ben, on va contester la loi 21, mais c'est pas contre la laïcité, là, c'est contre la clause dérogatoire. Écoutez, assumez-vous, là, si vous êtes contre la laïcité, dites-le, puis faites face, je vous dirais, à la vindicte populaire des Québécois, mais j'aime pas les gens qui prétendent une chose et font le contraire. Puis je pense que c'est un geste hypocrite, puis il fallait le dire. Mais eux vont vous dire, non, mais on conteste cette portion-là parce que ça a été utilisé au Québec, c'est utilisé en Saskatchewan, Mme Smith en Alberta l'a utilisé. On veut baliser l'utilisation de la disposition de dérogation. Vous leur prêtez la volonté de s'en prendre à la laïcité et ils disent, non, c'est pas le cas, on ne l'a pas fait. Vous dites quoi à ça? Ben, ils l'ont dit à plusieurs reprises qu'ils étaient contre la laïcité. Puis là, maintenant, ils s'en prennent à la clause dérogatoire, la clause de souveraineté parlementaire qui protège la laïcité. Est-ce qu'il y a lieu de baliser la disposition de dérogation, l'utilisation de la disposition? Non, ce serait un changement grave. Ça fait partie, je vous dirais, même de la Constitution québécoise, ça fait partie canadienne, pardon. Ça fait partie du pacte fédératif. Écoutez, même Jean Chrétien s'était porté vraiment à la défense de la clause dérogatoire, la clause de souveraineté parlementaire, en disant, écoutez, il y a des choses très, très fortes dans la Charte des droits et libertés du Canada, peut-être trop fortes, mais ça prend le pouvoir des provinces aux parlementaires, ça prend le pouvoir aux élus et pas seulement aux juges de décider jusqu'où on va, puis où tracer la ligne. Et ça n'arrive pas souvent que je suis d'accord avec M. Jean Chrétien, mais là, il avait parfaitement raison. Et le gouvernement fédéral ne peut pas unilatéralement changer ça ou demander à des juges de venir redéfinir l'équilibre canadien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si le gouvernement fédéral veut lancer des discussions constitutionnelles,
qui nous appellent. Nous autres, on a des demandes à faire au gouvernement canadien. On en discutera. Puis on le fera, je vous dirais, d'un point de vue politique, de gouvernement à gouvernement, mais qui ne demande pas aux juges de venir se substituer à ça, puis de venir défaire cet équilibre-là, puis de s'en prendre à la laïcité sans le dire. L'autre dossier qui va occuper votre automne, c'est l'immigration. Les consultations commencent le 1er octobre. Vous devez déposer vos cibles en matière d'immigration avant le 1er novembre. Vous avez déjà exprimé publiquement vouloir réduire, réduire le nombre d'immigrants qui débarquent, qui arrivent au Québec. Comment est-ce que vous pouvez le faire dans le contexte où vous n'avez pas le contrôle sur toute l'immigration qui arrive au Québec? Vous avez raison de le dire, on n'a pas le contrôle sur toute l'immigration. Le Québec est la province, l'État qui a le plus grand contrôle Oui. sur son immigration à travers le Canada, puisqu'on contrôle, je vous dirais, une bonne partie de l'immigration permanente, l'immigration économique. On a notre mot à dire sur le nombre d'étudiants étrangers sur le territoire québécois. On devrait avoir mieux notre mot à dire sur le programme travailleurs étrangers temporaires. Mais on a notre mot à dire vraiment sur plusieurs secteurs d'immigration. Il y a d'autres secteurs pour lesquels il faut vraiment demander à Ottawa de bouger, notamment les demandeurs d'asile, puis un autre programme qui s'appelle Mobilité Oui. internationale. C'est beaucoup, beaucoup de monde. C'est plus de 400 000 personnes qui sont des temporaires sur le territoire québécois qui relèvent d'Ottawa. On demande à Ottawa de réduire ça d'au moins 200 000 à Montréal et à Laval, parce qu'à Montréal, Laval, on a de grands enjeux avec la langue française, notamment. Vous allez réduire dans les catégories où vous avez le contrôle? Vous allez réduire ces cibles-là? Oui, absolument. On est engagé vers des réductions pour respecter la capacité d'accueil, pour être certain qu'on est capable d'intégrer les gens qui arrivent ici, leur apprendre la langue, la culture. On ne veut pas au Québec des ghettos, on ne veut pas le nous et le eux. On veut que les gens qui viennent vivre ici, qui deviennent des Québécois, ben, partagent avec nous leur richesse culturelle, puis s'intègrent à la société, à la nation québécoise. Mais pour ça, on pense qu'on doit réduire le nombre de personnes qu'on accueille à chaque année pour réussir l'accueil et l'intégration, pour que ces gens-là se trouvent un emploi, apprennent la langue, se fassent des habits, puis se sentent ici chez eux. La première ministre albertaine a évoqué la semaine dernière l'idée de moduler ou de réduire le panier de services qui est offert aux nouveaux arrivants pour réduire la pression justement sur le système. Est-ce que c'est une option que vous étudiez? On étudie la question du panier de services, particulièrement pour les demandeurs d'asile. En ce moment, il faut savoir que plus de la moitié des demandeurs d'asile qui font une demande au Québec verront leur demande rejetée par Ottawa au bout du compte parce que ce sont des gens qui ne se qualifient pas. Et ils sont très, très, très nombreux. L'an passé, c'est des centaines de millions de dollars. Je pense que c'était entre 300 et 500 millions de dollars que ça a coûté au Trésor public québécois juste pour l'aide de dernier recours à des demandeurs d'asile. Puis je répète que la moitié Ouais. d'entre eux ne sont pas réellement des demandeurs d'asile. Donc oui, on travaille, je vous dirais, sur une révision du panier de services, nous aussi, de notre côté. Qu'est-ce qui serait réductible? Qu'est-ce qui peut être fait d'après vous? Ben, écoutez, je vais attendre que le fruit soit mûr pour le présenter. On est vraiment en discussion en ce moment au Conseil des ministres. Ça touche plusieurs ministères. C'est un sujet qui est délicat, mais qui est important. Mais il faut regarder, là, je vous dirais, notre capacité à offrir des services publics de qualité aux Québécois avant de voir là, jusqu'où on peut offrir aussi des services publics à des demandeurs d'asile qui, dans, il faut le dire, une grande proportion, vont voir leur demande refusée par Ottawa. Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, ministre responsable de la laïcité. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci, M. Thibault.